L'enfant, après quelques exercices préliminaires rassurants, est mis en contact buccal avec l'eau et l'on s'aperçoit très vite du contrôle réflexe du nouveau-né. La valeur curative de l'eau n'est plus à démontrer. La familiarisation au milieu aquatique est une source d'éveil pour le bébé. Il fallait du courage pour aborder pareille expérience. Immerger des bébés ayant quelques mois afin d'étudier leurs réactions psychologiques, physiologiques et psychomotrices. Le centre hospitalier de Pau a hébergé en septembre dernier un stage national de moniteurs spécialisés dans l'encadrement des bébés nageurs. C'est la première fois que ce genre de stage se déroule en dehors de Paris. Pau a été choisi en fonction de ses qualités d'accueil. Depuis avril 1976, le centre de natation préscolaire accueille 150 enfants âgés de 3 mois à 3 ans, accompagnés de leurs parents. La natation préscolaire, ou plus précisément la familiarisation à l'eau, peut s'appliquer à tous les enfants qui y se développent normalement. Il ne s'agit pas là d'un dressage par l'eau, mais d'une chance supplémentaire pour l'enfant de s'épanouir. En effet, le bébé est plongé dans l'eau, donc il change de milieu. Il s'adapte à une nouvelle situation. Le milieu aquatique réduit le rôle de la pesanteur, diminue le handicap de l'insuffisance musculaire du bébé qui est beaucoup plus à l'aise. Cette constatation que de très jeunes enfants totalement immergés dans l'eau sont capables non seulement de ne pas se noyer, mais aussi de se maintenir ou de revenir en surface et de se déplacer d'une manière tout à fait coordonnée n'est pas nouvelle. C'est un film américain qui, en 1968, m'a donné l'idée de tenter une telle pratique en France. Et après 5 années d'expérimentation, nous sommes arrivés à mettre au point une méthode originale et française et qui conduit les tout jeunes enfants vers la 2e année à être complètement autonomes dans l'élément liquide. On peut parler aujourd'hui d'une technique programmée applicable apparemment à la grande majorité des enfants. Quelques précautions bien entendu sont prises, entre autres, l'eau du bassin est pure et chaude, 32 degrés centigrades, car la température du corps baisse de 1,10 degré par minute. L'enfant, après quelques exercices préliminaires rassurants, est mis en contact buccal avec l'eau et l'on s'aperçoit très vite du contrôle réflexe du nouveau-né. Le très jeune enfant, et cela dès la naissance, dès le 10e jour, 15e jour, où nous avons eu de très jeunes enfants comme cela, ceux-ci se mettent en apnée, c'est-à-dire arrêtent leur mouvement respiratoire, gardent leur bouche semi-ouverte, leurs yeux ouverts, et remontent à la surface de l'eau en employant dans les 2-3 premiers mois un mode archaïque natatoire, et ensuite en utilisant des mouvements de marche. Ils s'équilibrent avec les bras et pédalent avec les pieds pour ressortir à l'air. Et là, ils ressortent sans aucune manifestation affective, ni de peur, ni d'angoisse, les yeux un peu étonnés et quelquefois bien souriants. D'après les spécialistes, le terme bébé nageur est impropre. Il convient plutôt de parler d'adaptation à l'eau. C'est la nage automatique néonatale dont il faut parler, tout comme d'ailleurs la marche automatique néonatale. Un enfant qui naît esquisse des mouvements spontanés de marche. Dans l'eau, de la même façon, il exécute des mouvements natatoires. Ce n'est pas de la nage. Le véritable natation ne commence en fait que dès l'âge de 6 ans. Bien sûr, toutes les précautions d'hygiène sont prises pour éviter tout risque d'infection. Les parents accompagnent leurs enfants dans l'eau. Le contact étroit entre mère et enfant est à la base de son accoutumance à l'élément liquide. S'il y a un intérêt utilitaire évident, paraît le danger de noyade, car dès l'âge de 2 ans, les enfants sont autonomes dans l'eau. En fait, il y a des effets secondaires que nous avons observés qui tiennent sur le plan du développement psychomoteur de l'enfant et même sur le plan du développement cognitif, voire de l'intelligence. En effet, ceux-ci, très tôt, dès le 6e mois, sont soumis à des stimuli sensoriels nouveaux dans un milieu privilégié par l'état d'apesanteur. Et nous nous sommes aperçus, en réalisant des tests psychomoteurs, que ces enfants, très tôt, ont des possibilités supérieures aux enfants, et à partir de tests que nous avons faits sur Terre. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, ce n'est pas une panacée universelle, mais c'est certainement un moyen d'épanouissement pour les enfants et une source de stimulation extrêmement riche. Il est de plus en plus à l'aise, il est marrant d'ailleurs. En
Enfin, c'est amusant à les voir parce qu'ils font tellement de choses par eux-mêmes, tout petits comme ça, dans l'eau. C'est sympa. Je crois que ça se passera très bien en fait. Vous avez constaté un changement dans son comportement? Alors là, pour me rendre compte, bon, je la trouve très rapide dans la mesure où elle marche déjà à 4 pattes, elle se tient déjà debout, mais est-ce que ça vient de la piscine? Comme c'est ma première expérience, je ne peux pas dire. Et dans l'eau? Je pense qu'il y a énormément de ça, hein. Ça doit la développer plus vite, peut-être. Dans l'eau, la reprise a été très bonne, si ce n'est que comme elle a changé d'équilibre sur Terre, elle ne veut plus se mettre allongée, par exemple. Michael, Raphaël, Lia. Pendant les séances de prénatation, les enfants âgés de 14 à 18 mois boivent souvent beaucoup d'eau. Certains grossissent de 700 grammes à l'issue de la séance. À Pau, le maximum enregistré est de 200 grammes. Mais rassurez-vous, cette eau est rejetée dans les 10 minutes suivantes. Un médecin fait un examen médical complet de l'enfant avant la séance. Une équipe, bien sûr, est là en permanence, qui comprend des pédiatres, des psychologues, des médecins, des éducateurs et des moniteurs spécialisés. La durée du bain est fonction de l'âge de l'enfant et de la température de l'eau. A priori, rien ne semble vraiment contre-indiquer la familiarisation des bébés à l'élément liquide. Oui. Attends, madame. Les contre-indications, c'est les cardiopathies cyanogènes évidemment, puisque ces enfants, s'ils produisent un effort, déjà à l'état de repos, ils sont déjà cyanosés, donc on ne peut pas les mettre en faisant un effort musculaire. Mais sinon, il n'y a que les contre-indications temporaires, c'est-à-dire toutes les maladies infectieuses, les diarrhées, les otites, les bronchites évidemment, sont une contre-indication temporaire tant que ce n'est pas guéri, les dermatoses par exemple. Bon, problème de contagion dans l'eau et puis le fait qu'on ne met pas un enfant malade dans l'eau. On a surtout un rôle de sécurité au cas où il y a un accident pour intervenir très rapidement. Et le rôle le plus important, c'est la prévention. Quand on voit qu'un enfant se fatigue dans l'eau, a des signes cliniques, on le fait sortir et on n'a pas de problème. Vous avez eu déjà des cas d'accident? Jamais. C'est un moment privilégié où le papa, la maman s'occupent de son enfant. Et dans notre monde moderne, trop rares sont les moments où les parents peuvent s'occuper de leur gosse. Le milieu aquatique satisfait donc le besoin de mouvement de l'enfant. Dans l'eau, ce dernier se meut beaucoup plus facilement que dans l'air, car l'eau aplanit les difficultés de mouvement. On peut tirer une parallèle avec certains handicapés dont les mouvements sont aussi favorisés dans le milieu aquatique. Le fait de vaincre certaines difficultés dans l'eau, par exemple le changement de milieu, la peur, conduit à une réelle amélioration dans son comportement dans la vie. L'enfant normal réussit à atteindre une autonomie complète dans l'eau beaucoup plus tôt que sur Terre. Quant à l'enfant anormal, il peut atteindre cette liberté de mouvement alors qu'il ne l'a pas sur Terre. Il s'agit ici de 3 enfants psychotiques, dont un paraplégique. Ces enfants ont des problèmes de communication plus ou moins graves. L'eau réussit à aplanir un peu la barrière de la communication. Des moniteurs suivent personnellement les enfants. Aucune recette miracle, bien sûr, n'est appliquée. Simplement, la personne qui suit l'enfant devient sa pseudo-mère. On peut remarquer la recherche, le besoin de contact de ces enfants qui ont tous des problèmes affectifs. L'expérience tentée sur les enfants normaux devait logiquement amener une réflexion et un progrès dans la perspective de soins applicables aux enfants psychotiques et handicapés. Ce n'est pas la même méthode, bien sûr, mais l'un a entraîné l'autre. Tous les processus pathologiques chez l'enfant peuvent être, si vous voulez, de façon schématique, pour schématiser le problème, axés sur la pathologie de la communication. Et il apparaît de façon assez nette, du moins à l'heure actuelle, que tout ce qui concerne cette pathologie de la communication chez l'enfant a à voir avec la pathologie de la relation de l'enfant à sa mère, de la mère à son enfant. On soigne les handicapés par l'hydrothérapie. Il n'y a pas de méthode de base. Nous en sommes encore au stade expérimental. Mais l'action stimulante de l'eau complète les autres soins. Il ne s'agit pas ici de diffuser cette recherche en ne montrant que son côté sensationnel ou inédit, mais de montrer les progrès de ces enfants, ce qui n'est pas seulement un espoir, mais une réalité.
Donc tu sautes. Alors là, allez,